Madame, bonsoir, monsieur, bonsoir et merci de nous retrouver sur CAMS 24. C'est l'une nouvelle édition des formations. On parle du service civique national de participation au développement avec la deuxième cuvée qui va entrer en formation le 16 septembre prochain. Ils sont au total 1000 volontaires issus des couches socialement vulnérables que sont les Bororo, les Peuls, enfants de la rue, les albinos et jeunes issus des zones frontalières. La nouvelle a été donnée au cours d'une conférence de presse par le directeur de l'agence. C'était ce 5 septembre 2013 à Yaoundé. Développement de l'agriculture, les acteurs de la sous-région se concertent à Douala dans l'optique de trouver des voies et moyens capables de booster le secteur agricole. Les travaux qui se sont tenus pendant 3 jours dans la capitale économique camerounaise ont abouti à la validation des documents qui servira de base de travail dans les pays respectifs. Voilà pour le sommaire, les détails à tout de suite. Merci de rester sur CAMS 24. On a dit participation au développement et le service civique national qui annonce la rentrée en formation de la deuxième cuvée à partir du 16 septembre 2013 prochain. Ces volontaires, ils sont 1000 et ils sont issus des couches socialement vulnérables que sont les Bororo, les Peuls, les enfants de la rue, les albinos, les jeunes des zones frontalières. Ils ont été recrutés respectivement à Darak, Bakassi, Akwaya, Kiosi. Et ceci est la preuve même que la lutte contre l'exclusion sociale pour la concrétisation de la politique humaniste et volontariste d'inclusion du gouvernement est en marche. Le directeur général de l'agence civique, le directeur général de l'agence du service civique national de participation et développement a donné cette nouvelle au cours d'une conférence de presse. C'était ce 5 septembre 2013 à Yaoundé. Le point avec Jean-Pierre Bitongo, Alexis Claude Amougou et Donald Anzoa. À en croire à Yuketa Oswald També, la liste des 1000 volontaires retenus sera publiée dans les prochains jours. Et dès le 16 septembre prochain, des équipes mixtes descendront sur le terrain pour donner le ton dans les régions sous la supervision des gouverneurs. La répartition des quotas est organisée en 5 zones. La première, qui concerne les régions de la Damawa, 40 jeunes, du nord 30 et de l'extrême nord 50 jeunes, sera constituée des Bororo et Peuls. La zone 2, celle des Pygmées, formera 150 jeunes de l'Est et 100 du Sud. Dans la zone 3, 200 enfants de la rue de la région du centre seront pris en charge et autant pour le littoral. La zone 4 regroupera 40 jeunes Bororo du nord-ouest et 60 Bororo de l'ouest. La 5e zone, qui ne compte que la région du sud-ouest, s'intéressera à 100 jeunes vulnérables des zones frontalières comme Akwaya, Ekok, Bakassi et Bimbia. En ce qui concerne les centres de formation, une trentaine va accueillir ces volontaires, soit 4 dans la Damawa, 3 dans le centre, 4 à l'est, 2 à l'extrême nord, 1 dans le littoral, 2 dans le nord, 3 à l'ouest, 1 dans le nord-ouest, 4 dans le sud et autant dans le sud-ouest. 48% sont à régime internat et 52% à régime externat. C'est également l'occasion de rappeler aux journalistes ce qui a été fait depuis l'opérationnalisation de l'agence. Tout au long de la formation, des cahiers de suivi seront mis à disposition. Aussi, des équipes de suivi de l'agence pourront parcourir ces centres afin de s'assurer de l'effectivité de la formation. Au terme de celle-ci, une enquête sera menée à l'effet d'évaluer les niveaux d'appropriation des contenus par les volontaires. Il est à noter que ces jeunes seront donc formés au montage de projets et qui pourront générer des revenus à l'avenir. On reste dans le domaine du développement pour parler cette fois de l'agriculture dans la sous-région Afrique centrale avec les acteurs du secteur qui viennent donc de se retrouver à Douala. Ils se sont séparés cet après-midi au terme des travaux de 3 jours après avoir validé un document qui servira de base de travail dans les pays respectifs. Il sera question ici d'asseoir une agriculture capable de répondre à la demande sans cesse croissante des populations. Les détails avec Apollinaire Zobelbon et Josué Ngongan. Les pays de la sous-région Afrique centrale, à en croire les participants aux assises de Douala, souffrent d'une véritable crise alimentaire. Celle-ci est le résultat d'une sous-production imposée par un certain nombre de facteurs. Là où il y a les conflits et les guerres, toutes les structures de production sont détruites. Vous avez les maladies, le paludisme, le VIH-Sida. Vous avez le manque d'investissement, c'est-à-dire les budgets des États alloués à l'agriculture restent nettement en dessous de 5%. L'accès à l'intrant, les engrais, les produits insecticides sont d'un coût tel que le petit paysan ne peut même pas y accéder. Fort de ce constat, les pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, se sont réunis pendant 3 jours dans la capitale économique. Ceci dans le seul but d'endiguer le mal et de faire de l'agriculture le moteur du développement économique dans la sous-région. Les travaux de 3 jours ont abouti à la validation d'un document
qui servira de fil conducteur à l'atteinte des objectifs fixés. Le document, dans toutes ses composantes, a été validé parce qu'il est d'une qualité qui a été reconnue par tous les participants. Et nous aurons juste un petit nettoyage à faire pour une semaine et ensuite il sera diffusé auprès de tous les partenaires et les acteurs du processus afin que nous puissions préparer la période, la phase prochaine qu'on appelle la revue externe, c'est-à-dire que l'Union africaine et le NEPAD vont envoyer à la CAC à Libreville des experts pour confirmer la qualité du document. Des 10 pays que compte la sous-région, seul l'Angola a répondu aux abonnés absents. Le Cameroun, le Gabon, le Tchad, la République démocratique du Congo, Sao Tomé et Principe, le Congo-Brazzaville, la Guinée équatoriale et la République centrafricaine étaient présents. Le dit atelier a connu l'appui des organismes internationaux, à l'instar de la FAO et de la Banque mondiale. Reste maintenant attendu des actions concrètes sur le terrain. En attendant donc d'y arriver, c'est la coopérative des producteurs de maïs de Mengon qui vient de bénéficier d'un don de 2 tonnes de semences de maïs de la part du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Le sous-préfet de cette unité administrative et qui présidait à la cérémonie de distribution, accompagné du délégué régional du Minader pour le Sud, ont demandé aux membres de cette coopérative de travailler d'arrache-pied pour faire de Mengon le siège de la production de maïs à grande échelle dans la région du Sud. Les détails avec lui de Gonzanga et Akanj Banda. Optimisme et engagement étaient perceptibles sur les visages des hommes et femmes de la coopérative des producteurs de maïs à grande échelle de Mengon en ce jour mémorable. Ils ont reçu les semences de maïs qui leur permettront d'être bien actifs au cours de la saison agricole en voie de démarrage. Pour ce don de semences dont la quantité est évaluée à 2 tonnes pour ce premier tour, 216 hectares de terre sont déjà disponibles et apprêtés pour une mise en terre prochaine. Nous sommes vraiment en difficulté par rapport à la production de provende. Pour avoir la provende, ce n'est pas évident. Mon souhait, c'est qu'on puisse avoir une provanderie ici, que Mengon puisse ravitailler les autres localités en maïs, c'est-à-dire les autres régions du Cameroun. Et je crois qu'avec l'aide des pouvoirs publics, on va y arriver. C'est un peu difficile, les débuts sont difficiles, mais moi j'ai quand même confiance à nos structures et à nos responsables du Minader. Le délégué régional de l'agriculture pour le Sud entend quant à lui apporter tous les appuis techniques nécessaires à ces agriculteurs pour faire de la culture du maïs un véritable levier de développement capable de combler bien des attentes. Je pense que nous sommes dans notre élément et nous avons l'expérience. Nous avons déjà bâti comme ça aussi la coopérative d'Angoulé-Macon que vous connaissez sur le manioc. Nous avons commencé avec eux de la même façon, avec ceux de Mbangan sur le bananier plantain, de la même façon, avec bien d'autres à travers la région. C'est là vraiment une page du cahier de charge du Minader. L'occasion était donc opportune pour une phase pratique de démonstration qui a permis aux membres de cette coopérative de renforcer leur aptitude en matière de semences du maïs. La production à grande échelle de cette céréale sera dans les tout prochains mois de la matière première pour la fabrication des provandes et farines de tout genre. Cette activité qui se met ainsi en branle s'illustre comme le levier de croissance et de lutte contre la pauvreté en zone rurale. Occasion pour le sous-préfet d'en appeler au dévouement des bénéficiaires des dites semences pour faire de l'arrondissement de Mengon la localité phare de la production du maïs dans le Sud. Parlons actuellement de l'actualité agro-pastorale avec le Minipia qui mène une croisade contre l'abattage clandestin des bêtes dans la région du Nord. Un séminaire de sensibilisation des acteurs de la filière viande et formation du personnel technique du ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales dans cette partie du pays vient de s'achever à Garoua. Il était, ce séminaire, le lieu de réintroduire l'estampillage des carcasses des animaux abattus dans la région. Et tout ceci s'est passé sous la houlette de la direction des services vétérinaires. Il faut dire que pendant ces 2 jours d'atelier, les uns et les autres ont pu mettre sur pied tout le dispositif opérationnel afin d'éradiquer le phénomène de consommation de la viande d'origine douteuse dans cette partie du pays. Amadou Bello, Bintou Akoum, Giscard Manbougné pour les détails.
C'est la salle de conférence de la Caisse de développement de l'élevage qui a servi de cadre à ces assises présidées par le gouverneur de la région du Nord. Dans son allocution de circonstance, Otto Wilson Joseph s'est attardé sur la filière viande avec le phénomène d'abattage clandestin qui prend de l'ampleur dans le Nord. Il a salué l'initiative de réintroduire l'estampillage sur les carcasses des animaux de boucherie avant la mise à disposition aux consommateurs. Mesure salutaire qui permettra, selon lui, d'avoir une traçabilité sur ce produit de grande consommation et par ricochet débarrassera la filière viande du problème de vol de bétail maintes fois décrié. Désormais, toutes les charpentes d'animaux non estampillés seront saisies, a-t-il martelé pour clore son propos. Ainsi, durant les 2 jours d'échange, les bouchers et autres personnels techniques du ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales ont dû s'imprégner des pratiques modernes de l'inspection sanitaire vétérinaire en vue de faciliter l'atteinte des objectifs d'assainissement de ce secteur de la sécurité alimentaire. Ces estampilles revêtent un double intérêt. Elles permettent d'attester, de certifier que la viande mise sur le marché a été effectivement inspectée et qu'elle est saine, ce qui permet de rassurer les consommateurs. Les estampilles permettent également de connaître l'origine, la traçabilité des viandes mises sur le marché. La phase de démonstration d'estampillage effectuée à l'abattoir municipal de Garoua traduit à suffisance le souci des pouvoirs publics à protéger les consommateurs contre les pathologies liées à la mauvaise qualité de la viande. Des dispositifs matériels composés des encres alimentaires conformes, estampilles sanitaires sécurisées et des ressources humaines qualifiées sont désormais disponibles dans la région pour garantir cette mesure gouvernementale de protection des consommateurs de la viande. Reparlons de cette actualité liée à la rentrée scolaire 2013-2014 avec le maire de la commune d'arrondissement de Douala 3e qui vient de se rendre à l'école. Omar Fadil est allé se rendre compte par lui-même de l'effectivité des cours dans les salles de classe et surtout s'enquérir des problèmes de certains établissements de sa municipalité. C'était ce 5 septembre, en compagnie de quelques-uns de ses adjoints. Il est allé au lycée de Ndorem et à l'école primaire publique de Nialang-Kolbon. Le film de cette visite nous a conté par Eric Ticheux et Benoît Dokmo. La forte averse qui s'est abattue sur la ville ce 5 septembre n'a pas empêché la démarche entreprise par le maire de Douala 3e d'aller s'assurer de l'effectivité de la rentrée scolaire dans certains établissements de sa municipalité. Au lycée de Ndorem, Omar Fadil a touché du doigt à la dégradation de la voie qui y accède. L'établissement a besoin de 180 tables bancs qui serviront à équiper les 6 salles de classe en construction en vue de désengorger ses effectifs. Nous avons des doléances comme tous les établissements. Ils ont été soulevés à l'attention de M. le maire. Je crois que dans la mesure des disponibilités, nous aurons satisfaction, sachant pertinemment que nous ne sommes pas les seuls dans Douala 3e. À l'école primaire de Nialang-Kolbon, fruit de la coopération Cameroun-Japon depuis 1999, la rentrée est effective, mais les enseignants font face à d'énormes difficultés. Elles sont pour la plupart liées à l'absence du paquet minimum qui n'est pas arrivé depuis l'année dernière. Nous sommes confrontés à un réel problème, celui du matériel didactique. Puisqu'en fin d'année, nous avons terminé l'année 2012-2013 sans fonctionnement, sans recevoir le fonctionnement de l'école. Déjà, dès la rentrée, monsieur le maire qui est appelé à nous venir en aide, passe déjà voir l'effectivité de la rentrée. Vraiment, ça nous réjouit, ça nous va tout droit au cœur. De part et d'autre, le maire est allé dans les salles de classe et échangé avec les élèves et encouragé les responsables. Il leur a promis le soutien de la commune. C'est le lieu pour moi de féliciter les parents d'élèves qui ont contribué à construire 6 salles de classe au lycée de Ndorem que nous avons vu aujourd'hui, et nous avons donc promis à cette école de leur fournir des tables bancs afin d'équiper les 6 nouvelles salles de classe. Les travaux ont beaucoup avancé, vous avez vu. Et dans un deuxième temps, nous sommes venus à l'école publique de Colombon pour toucher du doigt, n'est-ce pas, les problèmes liés à cette rentrée. Et je me réjouis aujourd'hui que tout se passe bien, malgré les doléances. Et nous allons donc essayer donc de venir en aide à ces écoles.
Il faut noter que cette descente rentre en droite ligne avec les missions assignées aux mairies dans le cadre de la décentralisation à travers le transfert des compétences aux collectivités territoriales décentralisées. Et toujours dans cette actualité, à Ibolova, les parents mettent la main à la pâte pour assurer une année scolaire plutôt réussie à leur progéniture. Dans les librairies, les choses ne sont pas aussi faciles comme ils avaient pensé. Le manuel scolaire ici reste très cher. Certains proviseurs et directeurs d'établissements scolaires attendent encore la tenue des conseils d'établissement pour arrêter la liste des manuels exigibles. Lui de Gonzanga et Kanj Banda une fois de plus. Pour cette année scolaire 2013-2014, la question des fournitures et manuels scolaires constitue l'équation la plus difficile à résoudre. Devant les étals des libraires, les parents, pour la plupart, manquent de mots face au prix des manuels qui sont hors d'atteinte. Pour les vendeurs qui disent n'être pas bien lotis en matière de vente, les prix homologués par le ministère du Commerce sont bien respectés. Nous essayons d'appliquer les prix imposés par la tutelle, c'est-à-dire le ministère du Commerce. Et d'ailleurs, vous pouvez voir, on nous a imposé d'afficher, n'est-ce pas, ces prix. Vous pouvez voir de l'autre côté, il y a ces prix-là. Donc, pour le moment, nous dépendons entièrement et nous respectons strictement les barèmes imposés par la tutelle. En dépit de ces avis qui restent partagés, une chose est sûre, c'est que les parents ont du mal à satisfaire les besoins de leurs enfants au regard de la faiblesse de leurs revenus et ce malgré le paiement récent des salaires. Heureusement, la délégation du commerce de l'Anvila veille au respect de la grille tarifaire des manuels édictée par la tutelle pour permettre aux parents de voler au bien-être de leurs enfants qui viennent d'entamer l'année scolaire. Sortons de cette page consacrée à l'actualité, le retour de la rentrée scolaire, pour dire qu'elle est bel et bien effective dans la région de l'Extrême Nord. Mais là-bas, le souvenir des graves inondations survenues l'an dernier reste vivace dans les mémoires. Il faut dire que les problèmes infrastructurels qu'ont connus certains établissements dans le département du Mayo-Danaï au lendemain de la montée des eaux en septembre 2012 sont encore visibles, mais la grande sérénité est de retour dans les lieux de savoir depuis le 2 septembre dernier. La rentrée scolaire suit son cours normal malgré le triste souvenir donc. Les détails avec Célestin Tabouli et Apollinaire Zoubenbon. Contrairement à la rentrée scolaire passée qui a connu un démarrage perturbé en raison des graves inondations, la rentrée scolaire 2013-2014 en cours fait son petit chemin dans le département du Mayo-Danaï. C'est du moins ce qui ressort des indicateurs relevés sur le terrain par les inspecteurs pédagogiques régionaux et les coordonnateurs ayant sillonné quelques établissements du département. Ils ont rendu leur rapport au cours de la réunion de restitution des travaux effectués sur le terrain le 3 septembre dernier au lycée classique de Yagua. Sur la vingtaine d'établissements inspectés sur 6 arrondissements du Mayo-Danaï, tout laisse croire que la rentrée scolaire suit son cours sans grosse difficulté. Pour le délégué départemental des enseignements secondaires du Mayo-Danaï, Jean Makassia, certes, la rentrée scolaire est effective, mais elle est émaillée de sempiternels problèmes liés au personnel et aux équipements, a-t-il souligné. Sur le plan infrastructurel, de nombreuses salles de classe sont dans un état de délabrement total, pendant que d'autres sont très vétustes. En prenant note de toutes ces difficultés, Monona Futsu, le secrétaire d'État auprès du MINSEC chargé de l'enseignement normal, est largement revenu sur le rôle du conseil d'établissement, véritable conseil d'administration pour le système éducatif. Il a rappelé qu'un chef d'établissement doit désormais se comporter comme un chef d'entreprise et par conséquent doit entretenir de bonnes relations avec la communauté éducative. Au-delà de savoir acquis, des compétences intellectuelles et techniques, Monona Futsu a par la suite invité les chefs d'établissement à mettre en place une pédagogie qui devra logiquement intégrer les valeurs sociétales, d'intégration nationale, de civisme, de patriotisme, de discipline susceptibles de contribuer au développement total du Cameroun. À l'étranger, l'actualité tourne autour du G20 avec Barack Obama et ses alliés qui font face à l'intransigeance russe et chinoise sur une intervention militaire en Russie. En Égypte, un ministre échappe à un attentat et le gouvernement menace de frapper d'une main de fer. Le résumé de cette actualité internationale avec la rédaction de C24.
La poignée de main est cordiale, pourtant le désaccord persiste entre la Russie et les États-Unis sur une intervention militaire en Syrie. Le conflit syrien qui évince complètement les habituelles questions économiques du G20 à Saint-Pétersbourg. Washington et ses alliés veulent intervenir, mais Russes et Chinois font la sourde oreille. Les tensions diplomatiques sont telles que le Vatican s'en mêle avec une lettre du pape avec Vladimir Poutine pour prôner une solution pacifique. Au Caire, le ministre de l'Intérieur égyptien échappe à un attentat près de son domicile. Les forces de l'ordre dirigées par Mohamed Ibrahim étaient en première ligne dans la répression sanglante des partisans du président déchu Mohamed Morsi. La réponse du gouvernement à l'explosion est sanglante. Il frappera d'une main de fer quiconque menacerait la sécurité nationale. Le petit nom de l'olympisme est dans le starting block à Buenos Aires avec le lancement de la chasse au vote pour désigner la ville hôte des JO en 2020 et le successeur de Jacques Roch à la tête du comité international olympique qui de Madrid, Istanbul ou Tokyo succédera à Rio pour accueillir les Jeux d'été. Réponse samedi, mais l'actualité avec les troubles en Syrie voisine de la Turquie et la peur du nucléaire au Japon pourrait bien influencer le vote. Logement, alimentation pour 6 mères célibataires sur 10. Ces dépenses de base ont été difficiles à assumer ces 12 derniers mois selon une enquête pour le Secours populaire. 4 familles monoparentales sur 5 ont des femmes à leur tête. Les femmes qui sont majoritairement victimes de la pauvreté, soit 56%. À retenir de cette édition des formations, Service civique national de participation au développement, la deuxième cuvée rentre en formation le 16 septembre 2013 au prochain. Ils sont au total 1000 volontaires. Ils sont issus des couches socialement vulnérables que sont les Bororo, les Peuls, les enfants de la rue, les albinos et les jeunes des zones frontalières. C'est le directeur général de l'agence qui a donné cette information au cours d'un point de presse ce 5 septembre 2013 à Yaoundé. Développement de l'agriculture et les acteurs de la sous-région Afrique centrale qui viennent de se séparer à Douala, ils se sont concertés pendant 3 jours. C'était pour trouver des voies et moyens capables de booster l'agriculture et même la production dans cette sous-région pour faire face à la demande sans cesse croissante. Ils ont désormais un document de base qui a été validé pour servir de droit dans les différents pays. Madame, Monsieur, l'information est en continu sur Camille 24. Bonsoir.